Bonjour et bienvenue au livre audio de l'Orangerie de Larry Tremblay, lu par moi, Hugo le Magnifique. Partie 7, je suis à la page 125. Aziz était revenu dans la classe de jeu. Michael en était soulagé et en même temps, elle percevait son retour comme une responsabilité supplémentaire. Lui avait promis que Sonny ne mourra pas. Pour cela, il devrait écrire la scène que le mercenaire demande à l'enfant de lui donner une raison valable de le laisser vivre. Comment changer cette fin? Ou trouver les mots qui toucheraient le cœur de cet soldat avili par la guerre, désespéré et déshumanisé? Après avoir longuement hésité, Michael avait trouvé le courage de proposer à Aziz de raconter le récit de son enfance. Ce récit qui lui avait fait quelques jours plus tôt dans les rues de la ville. Il ne voyait pas ce qu'il aurait pu faire de mieux. Les mots d'Aziz, même improvisés, sonneraient plus justes, plus vrais que tout ce qu'il aurait pu écrire pour cette scène. Il en était persuadé. Il se disait que si le soldat écoutait cette histoire de ceinture explosive portée par un petit garçon malade, cette histoire d'échange entre deux frères jumeaux, cette histoire qui n'était pas du théâtre puisqu'elle avait été réellement vécue, elle se disait que si le soldat pensait à son propre fils en écoutant cette histoire, à son fils si semblable au petit garçon qui lui a raconté cette histoire brûlante comme un souvenir, il se disait qu'il n'y aurait alors une chance qu'il ne batte pas Sonny comme un chien. Je ne pourrais pas, s'empresser de lui répondre Aziz. Tu le feras dans tes notes, simplement. Tu ne dirais qu'à l'essentiel. Ça ne durera que quelques minutes. Je ne pourrais pas, monsieur. Veux-tu y penser? Ça ne sera pas nécessaire. Je pourrais t'aider. Je ne pourrais pas. Il a-t-il dit de bon crier d'une façon qui fermerait pour de bon la discussion. Je n'aurais pas dû demander cela. Excuse-moi, je pensais à quelque chose d'autre. Ne t'inquiète pas, j'ai trouvé une autre solution. Sonny ne mourra pas. À demain, Aziz. Aziz l'avait quitté sans le saluer. Michael répétait ce jour-là dans la salle de spectacle de l'école un espace transformable qui pourrait accueillir une centaine de spectateurs. Décors, éclairage et costumes étaient conçus et réalisés par des étudiants en scénographie que Michael supervisait avec ses collègues. La classe venait de se répéter pour la première fois la pièce. Avec le décor et la journée avait été plutôt laborieuse. Le rythme des parties chorales avait été trop lent. Il fallait refaire une bonne moitié des jeux d'éclairage qu'on avait proposés à Michael. Tous avaient quitté la salle, fatigués et excités à la fois, sauf Aziz que Michael avait retenu pour lui parler. Sa solution concernant le personnage de Sonny avait franchement effrayé le jeune homme. Michael était découragé. Après le départ d'Aziz, Michael est demeuré un long moment au milieu du décor. Tout l'espace de jeu était recouvert d'un sable qu'on avait étendu sur un plancher de plexiglas. Une quinzaine de projecteurs avaient été installés sous ce plancher. La lumière montait du sol, illuminait la couche de sable, la rendant brûlante ou froide en fonction des scènes. L'aube ou le crépuscule naissait de ces ambiances désertiques. Au cours de l'action, des chemins de lumière se dessinaient dans le sable, déplacés par des mouvements de groupe. Le plancher se métamorphosait alors en une toile lumineuse, jetant au public son mystère cruel ou ses signes d'espoir. Assis dans le sable, avalé par la pénombre, Michael était hanté par ce mercenaire qu'il avait créé. N'était-il qu'un monstre? Michael n'était pas dupe. Il n'avait pas écrit ce texte uniquement pour faire réfléchir ses étudiants. Il se posait lui-même la question du mal. Il était trop facile d'accuser ceux qui commettaient des crimes de guerre d'être des assassins ou des bêtes féroces. Surtout quand celui qui les jugeait vivait loin des circonstances ayant provoqué ces conflits dont l'origine se perdait dans le tourbillon d'histoire. Qu'aurait-il fait, lui, dans de pareilles situations? Aurait-il été, comme des millions d'autres hommes, capable de tuer pour défendre une idée, un bout de terre, tuer une frontière, du pétrole? Aurait-il lui aussi continué à tuer des innocents, femmes et enfants? Aurait-il eu le courage, au reste de sa vie, de refuser l'ordre qu'on lui donne d'abattre une rafale de mitraillettes des gens, sans défense? Je ne vous ai pas tout raconté, monsieur. Michael avait sursauté. Perdu dans ses pensées, il n'avait pas remarqué qu'Aziz était revenu dans la salle. Il devinait sa silhouette au milieu des rangées de fauteuils. Je ne te vois pas très bien. Allume la console près de toi. Pour les répétitions, on plaçait la console du régisseur au centre de la salle. C'était plus pratique pour travailler les indications de lumière et de musique.
Lorsqu'Aziz a ouvert la console, le plancher de la scène s'est illuminé pour un instant et Michael a été ébloui. C'est beau? Quoi, Aziz? Le décor, cette lumière qui traverse le sable. C'est comme s'il pleuvait à l'envers. Oui, une pluie de lumière qui tombe du sol, c'est tout à fait ça. Je ne vous ai pas tout monté, monsieur. À propos de quoi? À propos de Sulaïd. Qu'est-ce que tu veux dire? La chose que j'ai aperçue dans sa bouche, vous vous rappelez? Tu veux parler de ton pressentiment? Oui, cette chose, c'était un mensonge. Approche-toi, viens me retrouver sur la scène. Aziz est venu s'asseoir dans le sable. Son visage, transformé par l'éclairage, avait l'air plus âgé, plus dur. Sulaïd n'était qu'un menteur, monsieur. Il nous a menti le jour où il nous a emmenés, mon frère et moi, dans son jeep. Qu'est-ce que tu veux dire? Il nous a dit que la montagne était minée. Il nous a dit que Dieu, ce jour-là, avait guidé nos pas. C'est un mensonge. Il n'y a jamais eu de mine dans cette montagne. Et Dieu n'a pas cassé la corde de notre cerf-volant. Ce n'était que le vent. Et ce qu'on apercevait de l'autre côté de la montagne, ce n'était pas des parquements militaires. C'était un camp de réfugiés. Sulaïd nous a manipulés. Il a manipulé notre père. Il nous a tous manipulés. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Je suis désolé, Aziz. Sulaïd n'a fait que nous mentir, monsieur. À cause de lui, le paradis est un champ de ruines. Et mon frère est meurtrier. Ne dis pas ça, ton frère n'était qu'un enfant. J'ai le droit de le dire. Ne l'accuse pas d'avoir été un meurtrier. Ou je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qu'il y a, Aziz? J'ai appris beaucoup de choses grâce au mari de ma tante Dalima. Mon père nous a répété avec mépris que notre tante avait épousé un ennemi. Au début, je la craignais, c'était plus fort que moi. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'aller vivre dans sa maison. Et j'avais honte aussi. Honte parce que j'aurais pu, c'était moi qui étais parti avec la ceinture. J'aurais pu avoir tué des gens de sa famille ou ses voisins. J'ai imaginé tant de choses terrifiantes. Avec le temps, j'ai compris que mon oncle n'était pas un chien, comme mon père l'affirmait, mais un homme juste et bon qui avait fui son pays, puisqu'il ne supportait plus les bombes, les attentats, les massacres et les mensonges. Quand j'ai annoncé que je devais devenir acteur, ma tante était d'accord, mais pas lui. Il a tenté de m'en dissuader. Il voulait que je devienne ingénieur comme lui. Il me disait qu'avec mon accent, personne ne me donnait de rôle, que je ne pourrais pas travailler dans mon nouveau pays, que j'étais trop différent. J'ai insisté. Je lui disais, mais oncle Manny, c'est ça que je désire faire le plus au monde. Je vais travailler fort et savoir, je vais réussir. Et personne ne pourra dire que j'ai un accent. Personne ne pourra dire d'où je viens. Personne. Il ne voulait rien entendre, alors je lui ai parlé des voix et des étoiles. Des voix et des étoiles? Vous n'allez pas croire, monsieur, que je suis fou, mais tous les soirs, je regarde le ciel et je pense à mon frère. Je cherche dans le ciel. Et tu l'as trouvé? Non. Mon frère a disparu du ciel. C'est plus fort que moi, je continue à le chercher. Aziz a pris un peu de sable, observé le filet qui se coulait lentement de son poing levé. Les grains scintillaient lorsqu'il était happé par un rayon de lumière. J'ai dit à mon oncle Manny que si je ne devenais pas un acteur, j'en mourrais. Tu as vraiment dit cela? Oui. C'est peut-être un peu exagéré. Quel âge avais-tu? Je venais d'avoir 14 ans. Et déjà tu savais que tu vas devenir acteur? Oui. Et les voix? T'as parlé à ton oncle des voix que t'entendais? Celles d'Alim ou ton grand-père, c'est ça? Non, celles-là ont disparu lorsque je suis arrivé ici. Mais d'autres sont apparues, beaucoup d'autres. C'est celle-là que j'ai mentionné à mon oncle. Je lui ai dit, oncle Manny, ne le raconte pas à tante Dalima. Mais j'entends des voix, comme si elles dormaient dans le ciel et que mon regard les sortait du sommeil. Elles chuchotent, murmurent, m'emplissent la tête de leurs tourments. Elles sont aussi nombreuses que les étoiles qui font des trous dans la nuit. Quand je ferme les yeux, les voix s'allument dans ma tête. Mon oncle m'a dit que j'avais trop d'imagination. Tout cela allait disparaître quand j'aurais un bon travail et quand j'aurais trouvé la femme de ma vie et quand j'aurais des enfants à mon tour. Et alors? J'ai insisté. Je lui ai dit que j'avais l'impression que des dizaines de personnes habitaient dans ma tête. Oncle Manny, peut-être as-tu raison, j'ai trop d'imagination. Mais comment faire pour en avoir moins? C'est comme si je transportais une petite ville en permanence avec moi. J'entends des enfants qui s'amusent, rient, qui chantent parfois, et puis voilà, je ne sais pourquoi, ils se mettent à crier. Et j'entends d'autres voix, des femmes et des hommes qui ont l'âge de mes parents, et d'autres qui ont la voix fatiguée de gens plus âgés. Toutes ces voix qui s'affolent, se lamentent, gémissent, et crient de rage comme un seul hurlement. Et tu sais ce que je crois, oncle Manny?
Toutes ces voix, bien, elles veulent bien qu'on les entende. Elles veulent qu'on les entende. Je pense qu'il y a une erreur dans le livre. Euh, hmm. Elles veulent exister pour de bon, pas seulement comme des fantômes dans ma tête. Si je deviens acteur, je vais pouvoir les mettre au monde, leur donner une parole. Une parole. Tu comprends, Oklomani? Une voix que tout le monde va pouvoir entendre avec des vrais mots, de vraies phrases. Sinon, elle va pourrir en moi, ou c'est moi qui va devenir un fantôme. Aziz, t'as vraiment trop d'imagination? T'as dit cela à ton oncle? Bien sûr, monsieur, je n'avais pas le choix. Pourquoi? Parce que c'était la vérité. Et comment ton oncle a réagi? Par une autre vérité. Oncle Mani m'a dit, mon petit Aziz, je vois ce que tu veux dire. Oui, je le vois à présent. Ces voix que tu viens de décrire, je devine où elles viennent. Pas seulement de ta tête, malheureusement. Je crois qu'il est temps que je dise la vérité au sujet de ton frère. Je ne l'ai jamais connu. Tu sais que je sais de lui, je l'ai appris par ta tante Dalima et par toi. Mais je veux que tu saches, pour moi, que tu es Ahmed et tu es Aziz. Tu es les deux. Ne cherche plus ton frère parce qu'il est dans ton cœur. Puis mon oncle m'a pris la main et l'a gardée dans les siennes. Il m'a dit, écoute-moi Aziz, j'ai vérifié tout ce que tu m'as raconté à propos de Sulaïd. J'ai parlé avec des gens sérieux en qui j'ai confiance. J'ai écrit à d'autres, j'ai aussi fouillé dans les journaux de l'époque. J'ai encore pas mal de contacts là-bas, des journalistes surtout. Je peux t'assurer une chose, il n'y a jamais eu de mine sur la montagne. Tu sais que Sulaïd vous a raconté est faux. Ton frère n'est jamais allé de l'autre côté de la montagne. Ce n'était pas sa mission. Il n'y avait pas de camp militaire à faire exploser. De l'autre côté de la montagne, il n'y avait qu'un pauvre camp réfugié. Le jour où ils ont emmené ton frère, elles sont parties vers le sud, dans la même direction qu'elles avaient prise avec Alim. Personne ne saurait jamais ce qu'ils l'ont réellement expliqué à ton frère avant de l'abandonner à son sort. Ils ont dû traverser la frontière par un tunnel secret. Je ne peux pas te confirmer. Mais ce qui est certain et que rien ne pourrait effacer l'histoire de notre pays, c'est comment ton frère est mort. Il s'est fait exploser au milieu d'une centaine d'enfants. Des enfants Aziz, des enfants de son âge. Il y a eu des dizaines de morts et autant de blessés gravement mutilés. Ces enfants participent à une compétition de cerfs-volants. Ils avaient été réunis auparavant dans une école, c'était un spectacle de marionnettes. Je n'avais pas l'intention de révéler cela aujourd'hui. J'en ai souvent parlé avec ta tante Dalima. Nous savions qu'un jour ou l'autre, tu l'apprendrais. J'ai été même étonné au début que tu n'avais pas mis au courant quand tu te trouvais encore là-bas. J'imagine qu'ils ont tout fait pour cacher cette information. Pour la transformer en leur faveur, tout à l'heure, quand tu m'as parlé de ces voix que tu entendais, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces enfants sacrifiés et au déchirement de douleur de leurs parents. Je crois que tu portes en toi le deuil de tous ces enfants morts. Je crois que c'est cela que tu entends et dont tu souffres. C'est peut-être le dernier message que ton frère t'a envoyé quand il a appuyé sur le détonateur. On ne peut pas tout expliquer. Même la guerre, on ne peut pas l'expliquer quand il tue des enfants. Voilà ce que mon oncle m'a révélé ce jour-là. Aziz s'est levé à donner un coup de pied dans le sable. Un nuage de poussière et de lumière s'est levé du plancher, enveloppant la scène. Mon frère était meurtrier. Je ne peux pas raconter son histoire comme si vous le demandez. Elle n'arrangerait rien. Elle ne sauverait personne, surtout pas un enfant. Trouvez autre chose pour la scène. Michael ne savait pas quoi lui répondre. Les mots se bloquaient dans sa gorge. Mon frère était meurtrier d'enfant, monsieur. Il a répété cette phrase. Michael l'observait un moment. Aziz se tenait debout devant lui comme s'il attendait quelque chose. L'espace autour de son corps avait pris, avec la poussière soulevée, un aspect poreux, évanescent. Michael se leva à son tour avec l'envie de le prendre dans ses bras et de le serrer contre lui. Il aurait dû le faire. Aziz avait seulement besoin de le réconforter. Michael a plutôt insisté pour qu'il revienne sur sa décision. Il devait raconter son histoire. C'est la meilleure solution. L'attentat suicide de son frère qu'il a eu lieu dans une école bondée d'enfants, dans un camp militaire, ne changerait rien à la logique de la guerre. Dans les deux cas, il était question de détruire l'ennemi, les moyens qu'il possédait pour attaquer et se défendre. Michael entendait dire ces paroles et il se trouvait à Dieu. Il n'arrivait pas à avoir une pensée claire, il se perdait dans ses raisonnements, ses arguments sonnaient faux.
Il y avait une différence entre tuer les enfants innocents et faire exploser les débarquements militaires. N'importe qui la verrait, cette différence. Mais, sans prendre conscience, Michael se mettait à la place du personnage de mercenaire qu'il avait créé. Dans le récit d'Aziz, qu'est-ce qu'il toucherait? Qu'est-ce qui l'amènerait à épargner l'enfant? Pourquoi un homme conditionné à tuer écouterait-il cette histoire d'échange entre deux frères jumeaux? Les questions se succédaient et Michael craignait que toutes les réponses possibles ne soient que les illusions de plus. Même son spectacle lui apparaissait à présent prétentieux et vain. Il luttait contre la crainte de voir son entreprise théâtrale s'écrouler comme un jeu de cartes devant le récit d'Aziz. Il se fait indépassable, son frère, un enfant de 9 ans, s'est fait exploser au milieu d'enfants de son âge. Michael est allé fermer la console et a ouvert le plafonnier de la salle. Il ne supportait plus cet éclairage d'ombre éclaboussé. Il invitait Aziz à venir s'asseoir dans le fauteuil près de lui. Pendant un long moment, ils observaient le vide devant eux, cette grande bouche de la scène et son pouvoir de mensonge et de vérité. Pourquoi a-t-il accepté d'accomplir un acte aussi impensable? C'est la question que j'ai dû poser des centaines de fois, j'ai raison. Aziz regardait droit devant lui. Michael a attendu un moment qu'il lui réponde. Aziz semblait absent. Tu n'as pas juste quand tu accuses ton frère d'être un meurtrier. Comment savoir ce qui s'est passé dans son cœur quand il a réalisé ce qu'on attendait de lui? On l'a trompé jusqu'au dernier moment, je ne sais pas, il a peut-être été drogué. Vous ne savez pas à quoi vous parlez, monsieur. T'as raison, je sais rien. J'ai osé écrire une pièce sur la guerre dans la plus totale ignorance de ce qu'elle comporte, de ce qu'elle provoque. De quoi je me mêle, hein? Je ne voulais pas vous blesser, mais tu l'as fait. Je m'excuse, monsieur. Ne t'excuse pas. C'est bien que dans notre existence, que quelque chose arrive parfois à nous secouer, à nous sortir de nos banalités. J'aime votre texte. Merci, mais il demeure inachevé. Et puis, ça ne m'intéresse pas de savoir si c'était mon texte ou non. La question n'est pas là. Vous êtes fâché, monsieur. Oui, je le suis. Aziz s'est levé et s'est dirigé lentement vers la sortie. Michael n'a rien fait pour le retenir. Tu parles d'un trou de cul, toi? Sony, c'est page 141. C'est comme une autre section, là, fait que prends les notes, là. C'est ce que je veux dire. Boy! C'est combien de pages, là? Ok, il reste genre 5 pages. 6. Aziz ne venait plus aux répétitions, ne répondait pas aux appels téléphoniques de Michael ou de ses camarades. C'était une faute grave. Il mettait en péril sa formation et encourait l'expulsion de l'école. 2 jours avant la première, Michael n'avait pas eu le choix et avait distribué son texte à 3 étudiants afin qu'ils aient moins de répliques à mémoriser en si peu de temps. Pour la scène finale, le mercenaire ne s'adressait plus à Sonny, alors absent physiquement de la scène mais directement au public. De cette façon, chaque spectateur deviendrait l'enfant. Michael n'était pas satisfait de cette solution. Elle ne permettait pas de se faire une idée claire de la décision du mercenaire. Allait-il tuer l'enfant ou le laisser vivre? La réponse allait flotter dans l'esprit des spectateurs de façon abstraite. Mais Michael n'avait pas trouvé mieux dans l'état d'énervement où il était plongé. L'absence d'Aziz avait affecté le dynamisme du groupe. Les changements apportés à la mise en scène avaient fragilisé le jeu de certains. Michael essayait du mieux qu'il pouvait de rester calme, de ne rien montrer de son appréhension et de multiplier les encouragements. Mais il était ébranlé. Il avait mal agi avec Aziz. Au fond, il n'avait pas la moindre idée concrète de ce qu'Aziz avait vécu dans son pays, du tourment qui le ravageait lorsqu'il imaginait les derniers moments de son frère. Celui-ci avait-il compris ce qu'on lui demandait, mesuré l'horreur de son action? Avait-il été manipulé jusqu'au dernier moment, contraint d'accomplir l'impensable? Ces questions, sa réponse vidait son texte sur la question de sa pertinence, le renvoyait à son impuissance. Son trac était immense, sa tristesse encore plus. 1 heure avant le début du spectacle, à son grand étonnement, sa nervosité était tombée d'un coup. Peut-être était-il anesthésié sans le savoir afin de se protéger contre ses craintes grandissantes. Il s'est donc assis parmi les spectateurs plutôt que dans la cabine de régie comme l'avait prévu de le faire. Le spectacle avait débuté avec quelques minutes de retard, mais tout se déroulait plutôt bien pour un soir de première. Pourtant, il n'arrivait pas à se concentrer sur ce qu'il voyait et entendait.
Comme si son propre texte l'indisposait et lui faisait honte. Il s'efforçait de prendre mentalement des notes de jeu pour les donner aux acteurs après la représentation. Il n'oubliait pas aussi que c'était un exercice pédagogique, mais il perdait le fil du spectacle, son attention vacillait et il se surprenait à penser au frère d'Aziz. Il imaginait un petit garçon de 9 ans avec sa ceinture d'explosifs qui lui collait au ventre, dissimulé sous sa chemise. Il l'observait au milieu d'autres spectacles, en train d'assister aussi à un spectacle, pas une histoire de guerre comme celle qu'il regardait, mais une histoire qui les rendait simplement heureux. Il entendait leur rire. L'oncle d'Aziz avait mentionné un spectacle de marionnettes. Il aurait aimé savoir, ce petit garçon bourré d'explosifs avait, pour un instant, oublié sa main sur le détonateur, captivé par les mouvements des marionnettes. Savoir, finalement, si le destin tragique d'Aziz et de son frère aurait pu dévier de sa trajectoire. Comme s'il tenait de fuir son propre texte, alors que le spectacle approchait de la fin. Michael ne prêtait pas attention à ce qui se passait sur la scène. C'était le silence d'étonnement des acteurs qui l'a sorti de son monde intérieur. Aziz se trouvait sur scène, apparu comme par magie. Il se tenait côté jardin. Il portait son manteau d'hiver et son foulard rouge enroulé autour de son cou. Il venait d'arriver de l'extérieur. On pouvait distinguer encore un peu de neige qui fondait sur ses épaules. Michael sentait autour de lui le public déstabilisé. Visiblement, les spectateurs se demandaient si l'entrée des garçons faisait partie ou non du spectacle. Il tranchait, habillé comme s'il l'était dans ce décor désertique. Le sable au cours de l'action avait été complètement balayé. À présent, tout le plancher n'était plus qu'une plaque de lumière qui donnait aux acteurs une dimension poétique ou spectrale selon leur position. Après un moment de flottement, le spectacle a repris son cours, mais rien n'était plus pareil. Un sentiment de gravité a envahi l'espace, enveloppant acteurs et spectateurs de sa présence diffuse. Aziz a fait un pas. « Écoute-moi, soldat. Je m'appelle Sonny. J'ai 7 ans. » C'est de cette façon qu'il a interpellé l'acteur qui jouait l'assassin de ses parents. Il a fait un autre pas dans sa direction. « Écoute-moi, soldat. Je m'appelle Aziz. J'ai 9 ans. » Il a fait un autre pas. « Écoute-moi, soldat. Je m'appelle Ahmed. J'ai 20 ans. » Dans ma tête, il y a d'autres noms et d'autres âges, beaucoup d'autres. Celui qui te parle n'est jamais seul. Il transporte dans sa tête un petit pays. Tu viens de tuer mes parents. Tu as tranché les mains de mon père avec ton grand couteau dentelé. Puis tu as battu d'une balle. Ton geste était précis, magnifique. Tu as dû avoir beaucoup d'occasions pour pratiquer ton geste et lui donner cette grâce. Et tu n'as rien perdu de... ton adresse et ta concentration quand tu as battu ma mère avec ta belle mitraillette toute neuve. Qui te l'a offerte? L'as-tu reçu un cadeau? Comme tu as l'air de l'aimer, d'en prendre soin. Mais tes vêtements sont sales et déchirés. Tes cheveux sont gris de poussière et tes mains rougies de sang. Tes épaules s'affaissent et ton regard est cassé comme un caillou. Je suis étonné que tu me demandes à raconter une histoire. Je suis jeune et à tes yeux, je ne suis qu'un enfant. Qu'as-tu besoin d'entendre une histoire racontée par un enfant? Peut-être ne vois-tu pas un enfant quand tu me regardes. Ou peut-être vois-tu que le tien? Car t'as toi aussi un fils qui me ressemble, qui nous ressemble, qui ressemble à mon frère. Aziz s'est avancé au centre de la scène. La lumière venait du plancher, allongeait sa silhouette. Ressemblait à une flamme très droite aspirée par le ciel. Il s'adressait au public. « Quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? T'as le nom d'un père et l'âge d'un père. Mais tu possèdes bien d'autres noms et bien d'autres âges. Je pourrais te parler comme si tu étais mon frère. La place de ta mitraillette que tes mains tiennent avec tant d'acharnement, tu pourrais porter autour de tes reins une lourde ceinture d'explosifs. Ta main serait sur le détonateur et ton cœur serait sur le mien. Et tu demanderais de te raconter une histoire pour ne pas t'endormir, afin que ta main, par inadvertance, n'appuie pas sur le détonateur. Et je t'en parlerai jusqu'à la fin des temps, cette fin qui est parfois si proche. » Aziz a enlevé son long foulard puis son manteau. Michael a eu alors la sensation qu'il le regardait lui seul dans la salle. Mais il savait que chaque spectateur ce soir-là ressentait la même chose. « Écoute-moi, soldat. Même dans la situation pénible où je me trouve, je peux encore réfléchir.
Tu me dis que tu me laisseras vivre si je te donne une raison valable de m'épargner. Si j'accapare ton attention par une histoire qui va te sortir de la haine, je te crois pas. Tu n'as pas besoin qu'on te raconte une histoire. Et tu n'as surtout pas besoin d'avoir une raison pour ne pas m'abattre comme un chien. Tu veux savoir ce que je fais actuellement en te parlant comme si je parlais à un ami? Je pleure mon père, je pleure ma mère et aussi tous mes frères. J'en ai des milliers. Ahmed a fait un dernier pas vers le public. Non, tu n'as pas besoin d'avoir une raison ou tout simplement raison. C'est quoi cette phrase-là? Non, tu n'as pas besoin d'avoir raison, d'avoir tout simplement raison pour faire ce que tu crois devoir faire. Ne cherche pas ailleurs ce qui se trouve déjà en toi. Qui suis-je, moi, pour réfléchir à ta place? Moi aussi, mes vêtements sont sales et déchirés, et mon cœur est cassé comme un caillou, et je pleure des larmes qui me déchirent le visage. Mais comme tu le constates, j'ai une voix calme. Mieux encore, j'ai une voix paisible. Je te parle avec de la paix dans ma bouche. Je te parle avec de la paix dans mes mots, dans mes phrases. Je te parle avec une voix qui a 7 ans, 9 ans, 20 ans, 1000 ans. L'entends-tu? Et c'est la fin. Il reste un mot d'auteur, j'imagine. Pas grand-chose. Dans les précédentes versions de l'Orangerie, Shahina se prénommait Shan, Zaed se prénommait Zoal, Nalifa se prénommait Nilan, Dalima se prénommait Dalil et Kamal, Manahal, se prénommait Dylan, Dalma se prénommait Dalil et Kamal Manhal. Ces changements étaient apportés pour des raisons de vraisemblance. Ça veut dire que l'auteur probablement a pris des noms que pour lui sonnaient arabes, mais c'était probablement genre pas des vrais noms. Et c'est la fin du livre. Leave a like and subscribe, guys. Like and subscribe. Et sinon, c'est la fin. Étudiez pour l'examen. Bye bye.